Il s'arrêta à un feu rouge lorsqu'un garçon laveur de vitres s'approcha de sa voiture. Mais au lieu de demander de l'argent, il entendit quelque chose qui le glaça de stupeur. Qui est ce garçon et comment connaît-il le secret qui pourrait sauver l'entreprise du millionnaire? Regardez jusqu'à la fin, la vérité s'avérera bien différente de ce que vous attendiez. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires. D'où nous regardez-vous? Juste en dessous des gratte-ciels de verre de la ville qui scintillaient sous le pâle soleil d'hiver, projetant de longues ombres sur les rues en contrebas. À l'intérieur de l'une de ces tours, au dernier étage, derrière un bureau massif en chêne, était assis Mark Davis. Le bureau, autrefois symbole de pouvoir et de triomphe, était froid et vide. Les fauteuils en cuir, les peintures abstraites sur les murs et la vue panoramique sur la ville semblaient se moquer de lui maintenant. Son reflet dans la fenêtre révélait un homme loin de son apogée. Son costume sur mesure, bien qu'immaculé, ne pouvait cacher la lassitude de sa posture, ni masquer la tempête qui grondait dans ses yeux. Le téléphone sur son bureau restait silencieux. Il en était ainsi depuis des jours. Plus d'appels frénétiques de partenaires, plus d'invitations à des événements exclusifs et certainement plus d'amis offrant leur soutien. Mark Davis, autrefois l'enfant prodige du monde de l'investissement, était maintenant le comte de mise en garde chuchoté dans les couloirs des entreprises. Sa société, Davis Corp, s'effondrait sous le poids des dettes, des procès et des scandales. Les gros titres étaient impitoyables. L'empire Davis au bord du gouffre, autrefois un titan, maintenant une relique. Sa mâchoire se serra alors qu'il parcourait sa boîte de réception, un désert de demandes et de menaces, des avis de banque, des demandes de renseignements, des conseils de réglementation, et pire encore, des messages d'anciens alliés coupant les ponts. La trahison piquait plus que l'échec. Les partenariats qu'il avait cultivés pendant des décennies s'étaient évaporés du jour au lendemain, le laissant isolé. Une frappe sèche brisa le silence, et sans attendre d'invitation, la porte s'ouvrit en grinçant. David Ford entra. David, l'ami, le partenaire, le confident. Il était là depuis le début, depuis leur premier projet d'entreprise dans un appartement exigu jusqu'au sommet de Wall Street. « Tu as l'air d'aller mal », dit David, sa voix empreinte d'une sympathie forcée. Mark leva à peine les yeux. « Je me sens pire », répondit-il, sa voix basse et creuse. « Dis-moi que tu as quelque chose, n'importe quoi, qui peut arrêter cette avalanche. » David hésita, un scintillement presque imperceptible, mais suffisant pour que l'esprit épuisé de Mark s'agite de suspicion. « Nous avons épuisé toutes les options, » dit David, son ton mesuré, trop mesuré. « Les dettes sont trop profondes, les investisseurs tournent comme des vautours. J'ai parlé à tous mes contacts, personne n'est prêt à nous renflouer. » Les doigts de Mark s'enfoncèrent dans l'accoudoir, ses jointures blanchissant. « Alors c'est tout, » lança-t-il, sa voix aiguë et brute, « nous laissons tout brûler. » Les yeux de David se détournèrent. « Parfois, on ne peut pas gagner toutes les batailles, Mark. » La pièce sembla étouffée. Mark se leva brusquement, sa chaise crissant contre le sol poli. « Sors, » dit-il froidement, tournant le dos à son vieil ami. « Sors, c'est tout. » David s'attarda un instant avant de se retirer, la porte claquant derrière lui. Le silence qui suivit était assourdissant. Le poing de Mark frappa le bureau, les papiers s'éparpillèrent et le verre en cristal contenant son scotch intact bascula, le liquide ambré se répandant sur le bois poli. Sa respiration était saccadée, sa poitrine se soulevant. L'homme qui autrefois commandait les salles de réunion était maintenant vaincu dans son propre bureau. Il ne pouvait pas rester là, les murs semblaient trop proches, l'air trop lourd. Saisissant son manteau, il sortit sans un mot, ignorant les demandes de renseignements de sa secrétaire surprise, et entra dans l'ascenseur. La descente sembla éternelle, le carillon annonçant le rez-de-chaussée presque un soulagement. Sa voiture noire et élégante l'attendait, mais il prit le siège du conducteur lui-même. Pas de chauffeur, pas d'entourage, juste lui et la route. Il conduisait sans direction, la ville se floutant autour de lui. Les opulents gratte-ciel cédèrent la place à des immeubles d'habitation grisâtres, des enseignes aux néons scintillant au-dessus de magasins fermés. Il s'arrêta à un feu de circulation, le faible grondement du moteur étant le seul son. Un mouvement attira son attention, une silhouette se faufilant entre les voitures arrêtées. Un garçon. L'instinct de Mark fut de l'irritation, un autre arnaqueur de rue,
un de ces enfants qui pullulent aux intersections, agitant des chiffons sales pour quelques pièces. Mais quelque chose chez le garçon attira son attention. Il était jeune, 13, peut-être 14 ans, sa peau d'un brun profond et riche, sa silhouette mince mais nerveuse, ses vêtements, un patchwork d'usure et de survie, pendaient lâchement de sa frêle silhouette. Ses chaussures, éraflées et usées jusqu'à la semelle, tenaient à peine ensemble. Mais ce furent les yeux du garçon, vifs, alertes et brûlants de quelque chose de féroce, qui firent que Marc s'arrêta. Le garçon s'approcha de sa voiture, levant son chiffon dans une question tacite. Marc ne fit ni signe de tête, ni signe de la main. Mais le garçon commença à essuyer de toute façon, rapidement et efficacement, ses petites mains se déplaçant avec une précision née de l'habitude. Lorsque le garçon eut terminé, Marc baissa la vitre et presque sans réfléchir, lui tendit les quelques billets froissés dans sa poche. « Tiens » murmura-t-il, sa voix distante, comme surpris par sa propre générosité. Le garçon prit l'argent, mais ne le mit pas immédiatement dans sa poche. Ses yeux, brillants et directs, croisèrent ceux de Marc. « Vous êtes Marc Davis », dit-il, sa voix assurée, non pas avec l'admiration d'un fan, mais avec la certitude de quelqu'un qui savait exactement à qui il parlait. Marc se figea, la reconnaissance piquant plus qu'elle ne le devrait. « Ouais », répondit-il sèchement, les mains toujours posées sur le volant. Le garçon inclina la tête, le considérant avec un regard bien trop perspicace pour son âge. « Vous êtes en train de tout perdre », dit-il simplement. Il n'y avait aucune méchanceté, seulement un fait. Marc sentit une vague de chaleur, de colère, de honte, de frustration. « Et qu'est-ce que ça peut te faire, gamin ?» Les lèvres du garçon se pincèrent, un éclair de défi traversant son visage. « Je sais comment vous aider », dit-il, sa voix calme, assurée. Marc cligna des yeux, l'absurdité du moment perçant sa colère. « Toi ?» Il faillit rire. « Tu sais comment sauver une entreprise d'1 milliard de dollars. » Le garçon ne broncha pas. « Ouais, dit-il, parce que ma mère a essayé d'arrêter ce qui tue votre entreprise, mais vous l'avez renvoyée. » L'estomac de Marc se noua, la brûlure de la reconnaissance le transperçant. « Votre mère ?» demanda-t-il, sa voix plus lente maintenant, prudente. « Loretta Carter, » répondit le garçon. « Elle était votre analyste, vous l'avez traitée de voleuse. » Le nom frappa comme une gifle. Marc se souvint de Loretta Carter, brillante, précise, renvoyée sous un nuage d'accusations, un scandale balayé sous le tapis sur la recommandation de son partenaire. Il avait fait confiance à la parole de David sans poser de questions. La main de Marc se serra sur le volant, son pouls battant à tout rompre. « Et qu'est-ce qui, dit-il, sa voix basse et teintée de scepticisme, te fait penser que je devrais te croire maintenant ?» Le feu passa au vert et les voitures commencèrent à klaxonner derrière eux. Le garçon recula, essuyant ses mains sur son jean en lambeaux. « Vous n'êtes pas obligé de me croire, dit-il, parlez-lui simplement. » Le pied de Marc hésita au-dessus de l'accélérateur. Tout en lui hurlait de s'enfuir, de rejeter la bravade de cet enfant comme un non-sens, mais il ne le pouvait pas cette fois. « Monte !» dit-il brusquement, sa voix perçant le concert de klaxons. Les yeux du garçon se posèrent sur le siège, puis revinrent sur Marc. Il hésita un instant, puis ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur, le parfum de l'air froid de la rue traînant après lui. Alors que Marc s'éloignait de l'intersection, sa mâchoire se serra, ses yeux fixés droit devant lui, il sentit la plus légère des tremblements, quelque chose d'étranger et d'oublié, l'espoir. La route devant lui était incertaine, mais il ne la conduisait plus seul. Le silence dans la voiture était épais, rompu seulement par le doux ronronnement du moteur et le lointain murmure de la ville. Marc serrait le volant, ses jointures pâles, son esprit parcourant des fragments du passé. Loretta Carter, le nom le hantait, déterrant des décisions enfouies et des dossiers clos à la hâte. Elle avait été une analyste prometteuse, perspicace et méticuleuse, mais il y avait eu un scandale, des anomalies financières, des accusations de fraude. Sur les conseils de David, Marc l'avait renvoyé sans un regard. Il n'avait pas remis cela en question jusqu'à présent. À côté de lui, le garçon, Jadon, était assis immobile mais alerte, ses yeux sombres passant des rues de la ville au profil de Marc. Il n'y avait aucune crainte dans son regard, seulement un calcul silencieux et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du dédain. Marc rompit le silence en premier. « Où est-elle »
La voix de Jadon était égale. Notre appartement, 8th Street, West End. Le front de Mark se plissa. West End, un quartier qu'il n'avait jamais fait que traverser, des devantures de magasins délabrés, des bâtiments couverts de graffitis et des trottoirs usés sous le poids de la lutte, un endroit bien éloigné de ses bureaux au sol de marbre et de ses clubs privés. Le trajet sembla plus long qu'il ne l'était, le contraste entre leurs mondes augmentant à chaque pâté de maison. Sa voiture élégante et polie ressemblait à un artefact extraterrestre dans ses rues, attirant des regards remplis de curiosité et de suspicion. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment en briques altérées, sa façade fissurée et la peinture écaillée, mais les fenêtres étaient propres et l'étroite galerie balayée, des signes d'attention au milieu de la décomposition. Jadon ouvrit la porte sans attendre. « Allez !» Mark hésita, puis suivit, ses chaussures cirées claquant contre le trottoir fissuré. Le couloir sentait légèrement le moisi et la solution de nettoyage, les lumières au plafond bourdonnant doucement. L'ascenseur était hors service, alors ils montèrent chaque marche, un écho inquiétant dans la cage d'escalier confinée. Au 3e étage, Jadon s'arrêta devant une porte en bois éraflée. Il frappa 2 fois, rapidement et fermement. Une voix venant de l'intérieur, fatiguée mais ferme, « Jadon. C'est moi, maman. J'ai amené quelqu'un d'important. » Une pause, longue, lourde, puis le loquet claqua. La porte s'ouvrit et Loretta Carter se tenait là. Le temps avait marqué son visage de rides de difficulté, mais ses yeux vifs et perspicaces, restaient inchangés. Ils croisèrent ceux de Mark et en eux flamba une reconnaissance mêlée d'acier froid. Sa voix portait le tranchant du contrôle. « Mark Davis. » Mark inclina la tête, sa gorge serrée. « Mademoiselle Carter. » Son regard se porta sur Jadon, un échange silencieux passant entre eux avant qu'elle ne s'écarte. « Entrez. Je suis curieuse de savoir ce qui vous amène ici après toutes ces années. » L'appartement était petit, ses meubles usés mais méticuleusement disposés. L'odeur du café persistait et des livres tapissaient les étagères. Finance, économie, droit, un rappel de la carrière qui lui avait été arrachée. Jadon était perché sur l'accoudoir d'une chaise, ses yeux fixés sur sa mère, mais c'était Loretta qui commandait la pièce. Mark resta debout, sa posture rigide, prudente. « Votre fils, commença-t-il, sa voix crispée par un malaise inhabituel, semble penser que vous pouvez m'aider. » Les lèvres de Loretta se pincèrent en une ligne fine. « Vous aider ?» Un rire aigu, cassant et sans joie. « C'est gonflé. Vous ne vous souciez pas de mon aide quand je travaillais pour vous, quand vous avez laissé vos gens traîner mon nom dans la boue. » Mark sentit la piqûre de ces mots, mais continua. « J'ai fait une erreur, admit-il, la phrase étrangère est déchiquetée sur sa langue, mais j'ai appris. Quelque chose ne va pas dans mon entreprise, quelque chose qui a commencé quand vous êtes parti. » Ses yeux se plissèrent. « Et maintenant, vous voulez que je répare le gâchis que vous avez créé. »« Je veux la vérité, rétorqua-t-il, et je crois que vous la voulez aussi. » La tension crépitait, mais ensuite les épaules de Loretta tombèrent, la combativité dans ses yeux se transformant en quelque chose de plus analytique. Elle se dirigea vers la petite table à manger et sortit un ordinateur portable usé. « Vous m'avez renvoyé avant que je puisse vous montrer ce que j'avais trouvé, » dit-elle, « mais j'ai conservé mes propres dossiers. » Elle ouvrit une série de feuilles de calcul, des rangées et des colonnes denses de chiffres. Alors que ses doigts volaient sur les touches, elle commença à expliquer. « Lors de mes audits, j'ai trouvé des irrégularités, des comptes canalisant de l'argent via des sociétés écrans. Les schémas étaient subtils, mais cohérents. Quand je les ai signalés, vos personnes de confiance se sont retournées contre moi. » Elle lui lança un regard appuyé. « Votre ami David était la voix la plus forte demandant mon licenciement. » La poitrine de Mark se serra. David, sa voix un tranchant entre l'incrédulité et l'horreur naissante. Loretta hocha la tête. « David. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il m'a utilisé comme bouc émissaire pour couvrir ses traces. » Elle s'arrêta, sondant son visage. « Dites-moi, Mark, avez-vous seulement regardé les rapports que j'ai soumis avant de valider mon licenciement ?» Le silence de Mark était une réponse suffisante. Sa voix s'adoucit, bien qu'elle ne contienne aucune sympathie. « Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait plus confiance à votre ami qu'à votre employé,
plus qu'aux chiffres. Jadon, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole, sa voix jeune mais posée. Je l'ai entendu en parler. J'ai écouté, j'ai appris, et quand j'ai vu votre visage aux nouvelles, j'ai su que vous aviez besoin d'entendre la vérité. Les mains de Mark se crispèrent sur ses côtés, tremblant de la gravité de son erreur. Alors David me volait, dit-il, les mots lents, amers. Oui, confirma Loretta, mais il n'était pas seul. Il y a un autre acteur, quelqu'un en dehors de votre entreprise. J'ai vu des transactions menant à des comptes liés à Foster Holdings. Les yeux de Mark s'aiguisèrent. Foster? Eugène Foster. Loretta croisa son regard avec fermeté. Votre plus grand concurrent, celui qui profite le plus de votre effondrement. Mark sentit le sol sous sa certitude se dérober, les fondations de son monde se fissurant sous le poids de la tromperie. David et Foster, murmura-t-il, un frisson s'installant dans ses os, travaillant ensemble pour me détruire. Loretta ferma l'ordinateur portable, son expression prudente. Vous avez demandé la vérité, c'est tout. Maintenant, qu'allez-vous en faire? La gorge de Mark était sèche, son esprit une tempête. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé, un couteau planté par la main à laquelle il avait fait le plus confiance. Pourtant, au milieu de la fureur, la clarté émergeait, une voie à suivre, forgée non pas seule, mais avec ceux qui l'avaient lésée. Ses yeux se levèrent vers Loretta et dans sa voix il n'y avait ni arrogance, ni commandement, seulement de la détermination. Aidez-moi à les faire tomber. L'air entre eux était tendu, l'équilibre du pouvoir avait changé. Loretta, sa fierté et sa douleur mises à nu, mesurait l'homme devant elle. Elle voyait les fissures dans son armure, la honte dans sa posture, et peut-être, le début de quelque chose d'autre. Pendant un long moment, elle ne dit rien, puis finalement, elle fit un lent signe de tête décisif. « Je ne fais pas ça pour vous, » dit-elle, sa voix ferme et tranchante, « je fais ça pour moi, pour mon fils et pour la vérité. » Les lèvres de Mark se pincèrent en une ligne ferme, ses yeux durs de détermination. « Alors, mettons-nous au travail. » L'alliance née de la ruine et de la méfiance fut forgée au cœur de l'adversité. La tempête à venir serait féroce, mais ils l'affronteraient ensemble, et le règlement de compte ne faisait que commencer. Le froid cliquetis métallique d'une tasse de café se posant sur le verre résonna dans la pièce. Mark était assis, rigide, dans son bureau, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable où les conclusions de Loretta brillaient d'une certitude condamnatrice. Les chiffres ne mentaient pas. David Ford, son ami le plus proche et son partenaire, avait orchestré une trahison si profonde qu'elle lui brûlait la poitrine. Il sentait la chaleur de l'humiliation et de la rage mijoter sous sa peau. Mais en dessous, quelque chose de plus vif, la piqûre de sa propre aveuglement. Le téléphone sur son bureau vibra. C'était David. Mark fixa le nom clignotant sur l'écran, son pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Une partie de lui voulait crier, exiger des réponses, casser quelque chose, n'importe quoi, mais une autre partie, froide et calculatrice, savait qu'une confrontation sans preuve était imprudente. Au lieu de cela, il laissa l'appel mourir, le silence qui s'ensuivit plus lourd qu'auparavant. Une voix venant de la porte brisa sa transe. « Nous avons besoin de plus que des feuilles de calcul », dit Loretta en entrant, son expression dure de détermination. Jadon la suivait, ses yeux vifs parcourant le bureau avec une curiosité tacite. Les chiffres montrent le vol, mais si nous voulons démolir David et Foster, nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable, quelque chose qui tienne devant un tribunal et dans les médias. La mâchoire de Mark se serra. Nous allons l'obtenir. Comment? Demanda Jadon sans détour, ses bras croisés dans une posture de défi qui rappelait à Mark son propre reflet, agité, déterminé. J'ai quelqu'un, dit Mark, sa voix coupante, un détective privé, quelqu'un en qui j'ai confiance. L'ironie de ce dernier mot ne lui échappa pas. La rencontre avec Albert Vlasov fut brève et directe. Vlasov, un enquêteur chevronné avec un œil vif et une réputation de précision, accepta la tâche sans cérémonie. David Ford et Eugène Foster, confirma-t-il, sa voix comme du gravier sur du verre. Je vais creuser, mais j'aurai besoin de temps. Nous n'avons pas le temps, lança Mark, sa frustration perçant son attitude calme. Vlasov croisa son regard avec froideur.
alors vous feriez mieux d'espérer qu'ils sont négligents. Les jours se fondirent en nuits agitées. Vlasov travaillait dans l'ombre et Loretta passait au peigne fin les dossiers numériques avec une précision qui fit que Marc se sentit silencieusement reconnaissant et honteux de l'avoir jamais laissé partir. Pendant ce temps, Marc conservait son masque public, assistant aux assemblées d'actionnaires, repoussant les rumeurs et mentant en affirmant que tout était sous contrôle. Mais la tension était un étau constant sur ses côtes, et elle se resserra lorsque son téléphone de bureau sonna avec la voix de David. Marc. La voix douce et familière de David glissa à travers le haut-parleur. Nous devons parler en face à face. Les doigts de Marc se crispèrent sur le bord de son bureau. Nomme-leur. Le restaurant était chic, privé, le genre d'endroit où les accords se concluaient et les vies étaient ruinées. Marc arriva le premier, l'argenterie polie et l'éclairage tamisé ne faisant rien pour adoucir le nœud dur dans sa poitrine. Il n'attendit pas longtemps. David, toujours ponctuel, se glissa sur le siège en face avec son charme naturel. « Tu m'évites », commença David, ses yeux vifs sous son sourire cultivé, « pas comme toi. » Le regard de Marc était froid. « J'étais occupé. » David se pencha en arrière, l'image de la confiance détendue. « C'est ce que j'ai entendu. Tu remues de vieux fantômes, n'est-ce pas ?» L'implication était claire et le pouls de Marc s'accéléra. « Tu devrais savoir quelque chose à ce sujet. » Le sourire vacilla. « Je sais que fouiller dans le passé peut être salissant et dangereux pour tout le monde. » Sa voix baissa d'un ton, la chaleur s'estompant pour laisser place à quelque chose de glacial. Marc sentit le changement, le prédateur montrant ses dents. « Est-ce une menace, David ?» Les yeux de David brillèrent. « C'est un avertissement. Laisse tomber, Marc, c'est le business. Tu es assez intelligent pour comprendre ça. » Le poing de Marc se crispa sous la table. « Non, David, le business est basé sur la confiance, et tu as vendu la tienne. » Les lèvres de David se pincèrent en une ligne fine, son regard se durcissant. « Alors tu fais une erreur qui pourrait te coûter plus que de l'argent. » La voix de Marc était basse et tranchante. « Nous verrons qui paie, David. » Le silence entre eux était une lame, froide et tranchante. De retour au bureau, les nerfs de Marc étaient à vif, son esprit bouillonnant des échos des menaces voilées de David. Il trouva Loretta qui l'attendait, son expression fatiguée. « Vlasov vient de m'envoyer ça, » dit-elle en lui tendant une clé USB. Marc la brancha et l'écran s'illumina avec des images de surveillance. Sa respiration se coupa lorsqu'il vit David sourire et serrer la main d'Eugène Foster. Le timestamp indiquait la réunion quelques semaines avant que l'effondrement financier de Davis Corp ne commence. L'audio, brouillon, mais clair, fut un coup de poing. Une fois que Davis sera hors du coup, l'acquisition sera transparente, ronronna la voix de David. La réponse de Foster, douce et impitoyable, alors terminons le travail. La pièce sembla dépourvue d'air. Les jointures de Marc blanchirent contre le bureau. Salopard, respira-t-il, mais ensuite la voix de Jadon, aiguë et urgente, perça. Attendez, revenez en arrière, juste là. Marc fit défiler en arrière, les yeux se plissant alors qu'une autre silhouette entrait dans le cadre, un des principaux conseillers de David. Le cercle était plus large qu'il ne l'avait craint. Nous les avons, dit Loretta, sa voix acerbe, mais ce n'est pas suffisant pour les détruire, pas encore. Le lendemain soir, l'appel de Vlasov apporta des nouvelles. Foster organisait un événement privé demain. Les listes d'invités étaient restreintes, mais quelqu'un pouvait s'y glisser inaperçu, surtout quelqu'un qui se fond dans le décor. Jadon, qui avait surpris la conversation, s'avança déjà. « Je peux le faire. » Le refus immédiat de Marc fut brutal. « Absolument pas. » Mais la voix de Loretta, douce mais inflexible, perça. « Il a raison, Marc, il peut aller là où nous ne pouvons pas, et il est intelligent. » Jadon croisa le regard de Marc, intrépide. « Vous voulez des preuves ? Laissez-moi les obtenir. » La gorge de Marc se noua, ses instincts se heurtant à la réalité désespérée. Finalement, il acquiesça une fois, sa voix rauque. « Sois prudent. » L'événement était l'opulence incarnée, des lustres en cristal, des conversations murmurées et le cliquetis sur des verres de champagne.
Jadon, habillé en serveur, se fraya un chemin à travers la foule, un plateau en équilibre dans ses mains fermes. L'oreillette que Vlasov lui avait fournie chuchotait des mises à jour à son oreille, le guidant au-delà de la sécurité et dans l'ombre près du salon privé. À travers une fissure dans la porte, les voix se firent entendre. David et Foster, des criminels lisses et entraînés en costume, parlaient d'un ton coupé et confiant, mais Jadon n'écoutait pas leur charme, il écoutait leur avidité. Et puis il l'entendit. « Les comptes offshore sont prêts, » disait Foster. « Une fois que Davis s'effondrera, nous transférons les actifs sous la société écran. Il sera en faillite avant que l'encre ne sèche. » Le rire de David était glacial. Au moment où il s'en rendra compte, il sera enterré sous les procès. La main de Jadon, serrant son téléphone, enregistrait chaque mot. Son cœur battait à tout rompre, mais il resta immobile jusqu'à ce que le craquement d'une latte de plancher trahisse sa présence. « Et qui est là ?» La porte s'ouvrit brusquement et pendant un instant, Jadon croisa le regard de David Ford. La reconnaissance jaillit trop tard. Jadon s'enfuit en courant, se faufilant à travers la foule alors que la voix de David rugissait derrière lui. « Arrêtez-le! Arrêtez ce gamin !» Un garde se jeta sur lui, mais Jadon était plus rapide, sa petite silhouette se glissant à travers le chaos jusqu'à ce qu'il éclate dans l'air nocturne. La ruelle était un labyrinthe d'ombres, mais des phares s'allumèrent devant lui. Une voiture freina brusquement. La portière du passager s'ouvrit. Jadon. La voix de Mark sans hésitation. Jadon plongea à l'intérieur. Les pneus crissèrent et ils filèrent dans l'obscurité. De retour au bureau, Jadon, essoufflé mais triomphant, tendit le téléphone à Loretta. « Je l'ai, Altateil. » L'enregistrement joua et à chaque mot ignoble de David et Foster, la fureur de Mark se cristallisa en quelque chose de froid et de mortel. « C'est, dit-il, sa voix acérée, leur fin. » Mais Loretta, ses yeux vifs à la fois de satisfaction et de prudence, parla fermement. « Pas encore. Nous agissons trop tôt et ils l'enterreront sous des avocats et des mensonges. Nous devons les faire s'étrangler avec leur propre arrogance, publiquement, irrévocablement. » Mark se leva, ses mains pressées sur le bureau, son pouls un battement de tambour de résolution. « Alors mettons la scène. » Les yeux de Loretta brillèrent. « Laissons-les brûler. » La guerre avait commencé et Mark était prêt à se battre avec chaque arme que ses ennemis lui avaient remise. Ils avaient sous-estimé les personnes qu'ils avaient essayé de détruire, et c'était leur erreur fatale. Le ciel au-dessus de la ville était une toile ardoisée, lourde de nuages qui promettaient une tempête, mais à l'intérieur du monolithique gratte-ciel de Davis Corp, la vraie tempête était sur le point d'éclater. Mark se tenait à la tête de la table de conférence, ses mains pressées fermement contre la surface polie, son visage sculpté dans la pierre, chaque muscle tendu par la concentration. Autour de la pièce, ses membres du conseil d'administration murmuraient une confusion mal à l'aise, leurs yeux passant de lui au grand écran sur le mur. Le flux en direct était sur le point de commencer. La conférence de presse était inopinée, soudaine, les caméras diffusant déjà sur tous les grands réseaux. Ce n'était pas une négociation, c'était une exécution. La porte s'ouvrit et Loretta entra, son ordinateur portable sous un bras et ses yeux fixés sur les siens. « Tout est prêt », dit-elle tranquillement. « Les flux de Vlasov sont en direct, nous avons l'enregistrement complet, la sauvegarde complète. Les serveurs sont sécurisés. » Mark fit un seul signe de tête. « Bien. » Sa voix était basse, chargée. Pas de retour en arrière maintenant. Une voix familière et indésirable perça la pièce. « Mark. » David Ford se tenait à l'entrée, son sourire forcé mais ses yeux brillant toujours de ce charme toxique. Derrière lui, deux avocats en costume coûteux flanquaient ses épaules comme des vautours. « C'est imprudent, » dit David, sa voix portée pour la pièce, un coup publicitaire. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Le regard de Mark était glacial. « La vérité, David. » La mâchoire de David se serra. « Fais attention, » avertit-il, le tranchant d'acier indubitable, tu es sur le point de te faire des ennemis très puissants. Les lèvres de Mark bougèrent à peine. Je les ai déjà. Le voyant rouge de la caméra clignota. Ils étaient en direct. La voix de Mark, stable et claire, remplit la pièce et fut diffusée sur les réseaux. Bonjour.
Je suis Mark Davis, PDG de Davis Corporation. Je vous ai appelé ici aujourd'hui non pas pour défendre mon entreprise, mais pour dénoncer la corruption qui l'a infectée. Les murmures dans la pièce enflèrent, les journalistes échangeant des regards rapides et surpris. Pendant des semaines, mon entreprise a été assiégée par la fraude, par la trahison et par la cupidité. Mais aujourd'hui, la vérité éclate, non pas par la spéculation, non pas par les avocats, mais par des preuves concrètes. Il fit un geste vers Loretta, qui saisit une commande. Le grand écran derrière lui clignota et l'enregistrement que Jadon avait capturé remplit la pièce. La guerre était finie, mais son vrai travail, le travail de construction de quelque chose de mieux, ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous aimerions connaître votre point de vue sur les personnages et leur parcours. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires puissantes et si vous en voulez plus, consultez nos autres histoires et restez à l'écoute pour ce qui va suivre. Merci d'avoir regardé.